Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance et pour tout cela, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Il est l'heure désormais de retrouver le point stratégique d'Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Éric d'être avec nous aujourd'hui. Ce matin, Éric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FiAdvisor Valcan, avec nous pour nous aider à comprendre comment fonctionnent les marchés financiers, sur quoi ils s'appuient pour aller chercher de la performance. Avant de rentrer dans le détail de la sélection des actus qui, selon vous, ont fait bouger les marchés financiers cette semaine, qui va du jeudi au jeudi, je le rappelle, quelle est la performance des principaux actifs que vous suivez pour nous chaque semaine? Elle est positive, donc on a un rebond, donc reprise de la hausse plutôt des actions, 1,4 ou 1,6, ça fera, on va dire, 1,5% sur la semaine entre l'Europe et les États-Unis, avec une hausse de l'euro qui s'est associée à la publication des chiffres de l'emploi hier, qui a fait donc remonter l'euro et baisser le dollar, puisqu'on constate désormais que la hausse des taux n'est pas certaine. Et donc, l'euro a rebondi un petit peu. Mais en tout cas, donc, à nouveau, la hausse est reprise donc, de cette tendance haussière avec une hausse de 1,5% qui est très correcte pour une semaine. Très clair. Alors, la première actu que vous avez notée, que vous avez choisi de commenter, c'est le marché de l'emploi américain via la publication hier des données sur les créations d'emplois aux États-Unis qui est sorti nettement en dessous du consensus. Résultat, comment est-ce que ça se traduit ? Ça se traduit par effectivement donc, cette déception 57 000 contre 110, donc 2 fois moins à peu près, ou précisément. Donc bien sûr, c'est plutôt une mauvaise nouvelle dans la sphère réelle, en ce sens que ça dénote une moindre activité aux États-Unis, mais c'est une bonne nouvelle dans la sphère financière, puisque ça signifie que le Fed ne va pas forcément remonter ses taux et que l'inflation va probablement retomber. En tout cas, elle ne sera pas stimulé par le marché de l'emploi qui semble se dégrader et donc les hausses de salaire seront limitées en raison donc de cette situation du marché de l'emploi qui se dégrade. Donc ça a été, voilà, c'est le principe habituel, bad news is good news, comme on dit, c'est-à-dire la mauvaise nouvelle sur le front de l'emploi est plutôt bien interprétée et au chapitre monétaire, on a considéré que c'était plutôt une nouvelle positive. Exactement, parce qu'en termes de pouvoir d'achat, c'est très négatif pour l'économie américaine, puisque l'inflation à 4,2, des salaires qui augmentent de 3,5%, mathématiquement, alors, les Américains perdent du pouvoir d'achat. C'est toujours la difficulté d'interpréter une nouvelle. En l'occurrence, celle-ci, cette difficulté d'interprétation est bien connue, puisque si on regarde que l'économie, c'est une mauvaise nouvelle, effectivement. Mais nous, on s'intéresse au marché financier. Et si on regarde les conséquences monétaires, c'est plutôt positif. Donc on est resté sur une interprétation positive, et c'est vrai que ça nous est déjà arrivé de donner un -1 à une publication de cette nature, puisque ça vient effectivement dégrader les perspectives macroéconomiques des États-Unis. Néanmoins, dans la mesure où on reste quand même dans une situation économique tout à fait relativement confortable, on va considérer que c'est plutôt le positif qui l'emporte. Exactement. Autre actualité positive, c'est le plan de relance annoncé par la première ministre japonaise, Sanae Takahashi, un plan de relance quasi historique. Alors, c'est un plan de relance très important, effectivement, qui porte quand même sur 2300 milliards de dollars, étalé sur 14 ans. Ça va porter sur une longue période, avec différents outils financiers ou incitatifs qui sont déployés par l'État japonais, donc sous la houlette de sa nouvelle première ministre, et qui a pour objectif donc de stimuler toutes, je dirais, les atouts de l'industrie japonaise, en passant bien sûr par les semi-conducteurs, par l'IA, par les réseaux électriques, par les centrales nucléaires de nouvelle génération, etc., etc. Donc il y a vraiment beaucoup de points très très précis. Alors, sera-t-il efficace ou pas? Les plans japonais, on en connaît depuis une génération beaucoup. Celui-là semble bien construit, il semble très centré sur l'investissement, c'est quand même important, pas sur la consommation des ménages, mais sur l'investissement. On a vu d'ailleurs qu'en Allemagne, la chose est en train de sortir un plan aussi de relance pour effectivement tenter de lutter contre, je dirais, les problèmes, on va dire, structurels de l'État, enfin du pays. C'est le cas aussi du Japon, donc sont plutôt des bonnes nouvelles, effectivement, de pays qui ont des marges de manœuvre budgétaires, qui en ont encore un petit peu, notamment l'Allemagne, ce qui est moins le cas de la France, parce que forcément, on peut imaginer que dans l'esprit, malade de nos politiques,
on va forcément imaginer de faire un plan de relance passif, alors qu'on n'en a absolument pas. Oui, un plan massif d'1 milliard, peut-être éventuellement sur 20 ans, mais bon, on verra ça plus tard. Seule actualité négative, sans rien dévoiler, mais en tout cas, donc vous le savez tous, l'IA, les grands groupes américains de l'IA vont investir près de 700 milliards de dollars cette année, c'est gigantesque, mais ça a un corollaire négatif, c'est que leurs clients vont devoir mécaniquement augmenter leurs prix, et notamment Apple et Microsoft. Alors, c'est effectivement la seule nouvelle négative de la semaine. Elle porte au chapitre des entreprises. C'est des entreprises qui sont effectivement obligées d'augmenter sensiblement leurs prix. Donc, Apple, par exemple, et Microsoft pour sa Xbox, mais Apple a augmenté ses prix, ou augmente ses prix de 15 à 20%. C'est officiel, ils l'ont dit. C'est officiel, les chiffres il suffit de lire la page. Voilà, c'est donc... le MacBook Neo qui passe de 599 à 699. Oui, il suffit de lire la page, voilà. Effectivement. Donc, c'est vrai que la hausse des prix a été annoncée, c'est plus 20% à peu près, plus ou moins 20%, donc c'est vraiment important. Donc, d'une certaine façon, Apple fait partie des perdants de l'IA, au moins à ce stade, et juste sur cette information-là, puisque ils souffrent de la hausse du prix des mémoires. Ils l'ont dit très très clairement. Ils l'ont dit très clairement, c'est la hausse du prix des mémoires qui explique cette flambée du prix donc, des produits Apple, dont on peut imaginer qu'ils puissent effectivement souffrir en termes de vente. Est-ce que les consommateurs vont payer rubis sur l'ongle cette hausse tarifaire et ne vont pas baisser les volumes? Là est la question, on le saura assez vite. Oui, Apple qui a dit également qu'ils iraient désormais se fournir, qui contournerait le blocus américain, l'embargo américain, qu'ils iraient quoi qu'il arrive se fournir chez les Chinois, parce que voilà. Alors, ça sera vrai uniquement sur les produits Apple vendus en Chine. Ok, d'accord, mais bon, ça reste du Apple. Il suffit de lire la page. Exactement. Autre actu, et pas des moindres, la Fed qui confirme, et c'est à moitié une surprise, mais c'est toujours bien finalement de le voir concrètement, qui confirme son indépendance vis-à-vis du pouvoir américain. Dans ce monde où Trump fait peur à tous les niveaux, pour la démocratie américaine, on l'aura compris, pour l'équilibre géopolitique du monde, pour la finance, avec cette volonté démissionner, de licencier, limoger, une gouverneure de la Fed, donc Lisa Cook, pour différentes raisons. Bien sûr, même probablement un peu personnel aussi. Évidemment perso, et donc effectivement, la Cour suprême a clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas de limoger cette gouverneure de la Fed, et John Roberts, le président de la Cour suprême, a indiqué que la politique monétaire ne doit pas faire l'objet d'ingérence politique. Voilà qui est dit et qui est clair. Et donc, M. Trump, à nouveau, peut repartir dans sa croisade contre Cook, puisqu'il a dit hier sur CNBC pendant un entretien, il a réaffirmé quand même son désir de limoger la gouverneure de la Banque centrale, Lisa Cook. Donc, c'est pas encore tout à fait clos, cette affaire. Oui. Voilà, mais en tout cas, la Cour suprême a bien confirmé l'indépendance de la Banque centrale. Exactement. Et c'est ça qui est vraiment important. Et c'est ça qui est vraiment important, effectivement. Est-ce qu'un autre mot sur l'indépendance de la Banque centrale américaine ? Non, je pense que Kevin Warsh sera un bon président, même s'il a été nommé par Trump, et qu'au départ, on a considéré qu'il serait un peu le laquais du locataire de la Maison-Blanche. Donc, effectivement, on a quelque chose de... une banque centrale qui va continuer effectivement à faire le job, comme on dit, avec effectivement moins d'indications claires sur le futur. C'est un petit peu comme ça. C'est en train de changer. Exactement. Moins d'indications claires. Même quasiment plus d'indications. C'est un peu le discours un peu de tous les banques centrales. La BCE dit la même chose. Elle est gouvernée par les données futures, donc on ne peut pas préjuger de ce qu'elle fera. Donc c'est un petit peu l'idée, il n'y a rien de très très nouveau. Il n'y a rien de très très nouveau. Résultat, le bilan, alors ça faisait longtemps, Eric, qu'on n'avait pas vu du vert dans votre papier, dans votre page. Effectivement, plus 2.
Donc effectivement c'est notable par la force. Est-ce que ça vous incite? Non, vous étiez déjà quasiment à 100% sur les marchés actions en Europe et aux États-Unis. À 100%. Donc on ne peut pas l'être plus. Comment dire, d'une manière concrète par rapport. Semble le meilleur argument pour rester investi. Alors c'est un peu lâche entre guillemets, en ce sens que on est parfaitement conscient des risques que je commente régulièrement ici, mais dont il faut avoir conscience. Donc nous restons investis à 100% parce que la façon dont le marché perçoit le risque est très positive. C'est-à-dire que voilà, il ne le perçoit pas. L'aversion au risque est très faible. Il n'y a pas d'aversion au risque. Il y a plutôt un appétit pour le risque qui est très très élevé. On le voit sur différentes mesures, les spreads de taux, le VIX, etc. Et donc, tant que ces indicateurs-là sont bien orientés, on reste investi en ayant effectivement à l'esprit le sentiment que le jour où ça décrochera, ça sera compliqué parce que le risque réel, tel que nous on essaye de le noter, est quand même à un niveau très très défavorable. Très très défavorable. Ok, bah écoutez, gare à la chute qui peut être brutale et rapide. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galiac, directeur de la recherche chez FiAdvisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment fonctionnent les marchés financiers. De notre côté, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet tvfmedia.fr ou bien sur notre chaîne YouTube TV Finance. Voilà, cette semaine est terminée. Lundi prochain, c'est Roselyne Pagès qui vous accompagnera Ah bah non, c'est moi en plus. Non, donc je vous retrouve dès lundi prochain à 8h55. Et d'ici là, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end.